On va commencer la présentation. Peut-être pour me présenter dans un second temps et présenter également Laurent. Je suis en charge des relations investisseurs, en charge particulièrement de la zone nord et de la zone est. Et je suis accompagnée de Laurent Faudarge, qui est responsable de l'ESG, également porte-parole de la gestion. Donc, c'est lui qui va passer ce petit quart d'heure avec vous en particulier. On a reçu beaucoup de questions. Et on a construit la présentation autour de 3 grands thèmes qui regroupent toutes les questions que vous avez posées. L'objectif, c'était du coup de construire cette présentation sur la base de vos interrogations, de vos questions. Et donc, on a un premier thème sur le panorama de l'industrie, un deuxième thème sur le changement de réglementation, et on reviendra un petit peu sur l'implémentation, en tout cas, de toute cette réglementation chez BDL. On a également reçu des questions sur la partie plus clientèle. Ce qu'on vous propose, c'est plutôt de vous adresser à vos chambres, à la CNCGP, à la MECOFI, pour répondre à ces questions-là. Et concernant les produits BDL, la gamme BDL, Olivier, qui est en charge responsable du développement CGPI, Baptiste, qui est en charge de l'Ouest et du Sud, et moi-même, reviendront vers vous pour répondre à ces questions. Peut-être pour finir et avant de laisser la parole à Laurent, vous avez une section Q&A, n'hésitez pas à poser vos questions complémentaires. Pour des raisons de temps, on n'y répondra probablement pas aujourd'hui, mais on viendra également avec Olivier et Baptiste vers vous pour y répondre dans un second temps. Je peux laisser la parole. Merci beaucoup, Karine. Merci d'être avec nous. On va essayer de faire concis, comme on vous l'a promis. Effectivement, on a structuré la présentation sur 3 grands thèmes qu'on a regroupés par rapport à vos questions. Il y avait pas mal de choses sur comment vous intégrer l'ESG chez BDL. Donc, on va y répondre dans la première partie. Ensuite, il y avait des demandes concernant la réglementation. Et ensuite, pas mal de questions sur où en est la performance des fonds ESG, que peut-on en attendre. J'ai déjà mis quelques réponses ici, mais dans les grandes lignes, en fait, sur le premier thème, on va privilégier notre recherche interne et avec notre propre outil de scoring. Et ça, je vais vous le montrer rapidement. Sur la réglementation, malheureusement, elle ne va pas se stabiliser et va même continuer à s'édurcir. On y reviendra. Et sur les flux et les performances, on verra que les 24 derniers mois ont été difficiles pour les stratégies ESG et avec des remises en cause nécessaires. Si on commence par, juste avant de commencer par le chez BDL, à savoir que donc, nous, on a 4 fonds et impliqués dans le ESG sur les 4 fonds, puisque 3 d'entre eux sont article 8, BDL Rempart à un long short, BDL Conviction à un long only et BDL Durandal à un long short quantitatif. Et un fonds est article 9, BDL Transition, 100% d'actifs durables. Donc, pour ces 4 fonds, on doit s'engager réglementairement à un ratio minimum de taxonomie et d'investissement durable, et on y reviendra. Donc, l'intégration chez BDL, comment on travaille sur l'ESG, l'essentiel à prendre en compte, c'est de dire que notre approche privilégie le concret, c'est-à-dire en quoi l'ESG impacte la valeur de l'entreprise en portefeuille, quel risque l'ESG engendre, et y a-t-il aussi des opportunités pour une entreprise. Donc, si je prends un exemple comme mettons un fabricant de ciment qui émet beaucoup de CO2, pour l'instant, ce fabricant ne paie pas pour polluer, mais d'ici quelques années, ça va lui coûter très cher de polluer. Et donc, comment va-t-il faire pour réduire ses émissions? Quels sont les objectifs qu'il se fixe? Est-il en ligne avec son plan de marche? Et ça, c'est les questions clés d'un actionnaire, parce que s'il ne parvient pas à réduire ses émissions, sa rentabilité va s'effondrer et la valeur de notre participation avec. De même, à l'inverse, est-ce qu'il a investi pour produire, par exemple, du béton bas carbone? Est-ce que la demande pour ce béton décarboné est déjà là? Est-ce que la rentabilité de ces nouveaux investissements est là? Là encore, c'est des questions clés sur le modèle économique de l'entreprise et ses perspectives de croissance, son coût de financement, etc. Donc, on reste vraiment dans ce rôle de l'investisseur qui évalue l'importance de l'ESG et on n'essaye pas de devenir une ONG, puisqu'à la fin, ce n'est pas le mandat que vous nous confiez. On n'essaye pas non plus d'être juste un outil administratif de reporting et on évite les positions dogmatiques parce qu'on verra que ce type de position peut parfois engendrer des mauvaises surprises sur la performance des fonds. Alors, pour faire tout ce travail, on a construit un modèle de scoring interne qu'on appelle Kira. On a essayé de privilégier la simplicité à la complexité et on a aligné ce modèle sur nos priorités d'analyse. Et on en a fait un outil central de notre process, c'est-à-dire qu'il peut à la fois bloquer des décisions de gestion
et il peut aussi empêcher un actif d'être durable. Ce que fait Kira, c'est qu'il analyse majoritairement la qualité des pratiques de l'entreprise à 80% dans la note. Il surpondère nos deux priorités de l'analyse qui sont l'environnement et la gouvernance, et il est évolutif. C'est-à-dire que fin d'année, par exemple, on va mettre en place la version 4 de Kira qui commencera à intégrer la biodiversité puisque ça devient un sujet plus important pour les entreprises comme pour les investisseurs. Les 10 grands thèmes qu'adresse Kira sont les 10 grands thèmes qui nous intéressent en tant qu'actionnaires. Donc, sur l'environnement, essentiellement des questions autour de la stratégie climat. Sur le social, notamment la diversité dans l'entreprise et le rôle sociétal de l'entreprise, est-ce qu'elle paye bien ses impôts, etc. Et sur la gouvernance, évidemment, la gouvernance elle-même, mais on va plus loin, on s'attache beaucoup à la qualité du management et à son track record, et aussi à la transparence des états financiers, notamment en termes de comptabilité, est-ce que c'est agressif ou pas, et aussi est-ce qu'il y a des controverses. Donc, c'est vraiment ces grands thèmes qu'on va analyser et qui vont se retranscrire dans un score sur 20 pour chaque entreprise qu'on a en portefeuille. On fait notre recherche interne, mais on a besoin de données. Donc, où est-ce qu'on va puiser la donnée? Le plus possible directement chez l'entreprise. Donc, évidemment, étude approfondie des documents de référence chaque année. Ensuite, analyse approfondie des questionnaires CDP, qui sont la référence sur la stratégie climat de l'entreprise et qui ont l'avantage d'être vraiment des questionnaires qui sont remplis par l'entreprise. Donc, de nouveau, on est vraiment à la donnée brute. Ensuite, voir si les objectifs de réduction de CO2 sont validés scientifiquement avec l'initiative SBTI. Et puis, de temps en temps, quand même, un fournisseur externe, Sustainalytics, notamment pour des raisons réglementaires. Tout ça est alimenté par le fait qu'on rencontre à peu près 800 entreprises par an. Et donc, ces rencontres-là vont améliorer notre connaissance d'entreprise et alimenter le score qu'il y a. Alors, si on passe maintenant à la réglementation, il y a deux sujets principaux qui peuvent vous concerner, la taxonomie et SFDR. Donc, les fonds doivent s'engager sur deux ratios, hein, l'alignement d'un fonds à la taxonomie et le pourcentage d'actifs durables dans un fonds. C'est deux informations qui peuvent vous intéresser et que vous pouvez utiliser pour vous donner une impression sur les fonds et donc avoir plus de munitions pour conseiller vos clients en fonction de leurs exigences de durabilité. Alors, on voit tout de suite que, par exemple, sur l'alignement à taxonomie, on a un ratio de 0%. Donc, on va commencer par ça et comprendre pourquoi on ne s'est pas engagé sur plus. Si on revient rapidement sur l'origine de la taxonomie ou l'objectif de la taxonomie, c'est vraiment d'identifier si une activité contribue substantiellement à des objectifs environnementaux. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les deux objectifs qui étaient fixés, c'était est-ce que l'entreprise contribue à l'atténuation ou à l'adaptation au changement climatique? C'est les deux objectifs en haut à gauche. Ces deux objectifs, ils représentent une très faible partie de l'économie et c'est pour ça que pour l'instant, on trouve que la taxonomie n'est pas vraiment utilisable. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on essaye d'analyser dans la taxonomie? C'est quel pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise est éligible et est aligné à la taxonomie. Et aligné, ça veut dire que contribue vraiment fortement à un de ces objectifs. Et du coup, à partir du moment où vous avez chaque entreprise calculé son pourcentage d'alignement, vous pouvez calculer le pourcentage d'alignement du fonds. C'est là qu'on rencontre un problème important que je vais essayer d'expliquer. Quand on a, dans un fonds, évidemment, on a souvent des liquidités et on a souvent des entreprises qui ne sont pas sujettes à la réglementation taxonomie. Donc, ces entreprises-là, comme les liquidités, ont forcément des ratios de taxonomie de 0%. Et donc, plus elles sont importantes dans le fonds, plus elles diluent le ratio du fonds. On a pris l'exemple d'un fonds BDL où, en enlevant le cash et en enlevant les entreprises qui ne sont pas sujettes à cette réglementation, on perd quasiment 60% du fonds entre tout en haut et le niveau qu'on estime vraiment le plus pertinent. On va voir l'effet que ça a et pourquoi c'est un sujet d'attention pour vous. On a comparé deux de nos fonds, BDL Conviction et BDL Transition, donc Conviction article 8, Transition article 9. Et donc, on compare d'abord les ratios taxonomie au niveau des fonds. Et on voit, par exemple, on voit à la fois sur le chiffre d'affaires et sur le CAPEX que les chiffres sont très semblables. Et donc, sur ces chiffres-là, c'est très difficile de distinguer si les entreprises dans BDL Conviction sont plus alignées à la taxonomie que BDL Transition. Ça semble assez similaire.
Si maintenant on va au niveau 4, donc là on analyse juste les entreprises sous le coup de la réglementation taxonomie, est-ce qu'elles sont plus alignées chez BDL Transition ou chez BDL Transition? Là, on voit une grande différence. On voit qu'en moyenne, celles de BDL Transition sont beaucoup plus exposées à la taxonomie, pas 2 fois plus, mais pas loin. Donc, si on veut un fonds dont les entreprises sont très orientées taxonomie, l'analyse 4 nous montre qu'il faut prendre BDL Transition. Mais si vous êtes au niveau 1, le niveau sur lequel publie en général les asset managers, vous n'êtes pas capable de faire la différenciation. Donc, c'est parce qu'il y a une telle différence entre le haut et le bas, qui peut varier en fonction de la poche de liquidité ou des choses comme ça. Il est difficile pour nous de s'engager sur des ratios élevés, d'autant plus que les estimations sont assez peu fiables encore et sujettes aux estimations elles-mêmes des entreprises. Donc, ce qui explique un petit peu sur pourquoi, pour l'instant, on ne s'aligne pas à plus de 0%. Le périmètre de taxonomie est trop étroit et les méthodes de calcul ne sont pas fiables et les estimations données des entreprises sont sujettes à interprétation. Si tout ça change, on reverra à ce moment-là ce ratio. Maintenant, un mot sur SFDR. Si on rappelle l'objectif de SFDR, c'est une réglementation européenne qui vise à améliorer la transparence des produits financiers en matière de durabilité. Et du coup, ça provoque 2 exigences auprès des asset managers: définir ce que c'est un actif durable et classifier les fonds, comme on l'a vu, article 6, 8 ou 9. Donc, c'est quoi un actif durable, hein? Et ça, c'est ce que dit la réglementation européenne en haut à droite. C'est un actif qui contribue à un objectif environnemental ou social, qui ne nuit pas à d'autres objectifs de la taxonomie, et tout ça fait sous la conduite d'une bonne gouvernance. Donc, c'est ça qui est défini comme un actif durable. Et ensuite, chaque asset manager le définit de manière plus facilement comme il l'entend. Donc, ce qu'on a fait, nous, rapidement, c'est qu'on a développé un processus en 4 étapes qui capitalise sur ce qu'on savait déjà faire, qu'on peut appliquer à tout l'univers d'investissement BDL, pas juste le portefeuille, et qu'on met à jour automatiquement en temps réel. Et donc, en gros, il y a 4 étapes qui sont d'abord, est-ce que le titre n'est pas dans ma liste d'exclusion? S'il ne l'est pas, il passe la première étape, il est dans la deuxième étape. Dans la deuxième étape, c'est est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs qui font qu'il peut avoir une nuisance sur d'autres objectifs? Donc, par exemple, une entreprise qui serait trop exposée au pétrole ne passerait pas à l'étape 2 et donc sortirait du process et ne serait pas durable. Si on passe l'étape 2, et là on vient à Kira, est-ce que la note Kira est supérieure à 10 sur 20? Si tel est le cas, on peut aller sur l'étape 4, sinon on s'arrête. Et enfin, est-ce que l'entreprise a des objectifs de réduction de CO2 qui sont crédibles et transparents? Si les 4 étapes sont passées, à ce moment-là, chez BDL, on qualifie d'actif de durable. Il y a 2 problèmes à SFDR. Même si son apport a été bon sur l'idée d'avoir les articles 6, 8 et 9, il y a eu 2 sujets qui sont arrivés. C'est un, ce que je disais sur quelle est la définition d'un actif durable, avec des plaintes comme quoi la définition du régulateur était trop vague et il fallait avoir plus de précision. Et 2, le fait que les articles 6, 8 et 9, qui étaient au départ des classifications en termes de transparence de l'information, ont été utilisés de plus en plus par les gestionnaires actifs comme des catégories de produits. Donc, en fait, on a dévié l'objectif initial de la réglementation. Du coup, la Commission européenne s'en est rendue compte et a ouvert une consultation pour réformer SFDR avec 2 grandes options. Première option, je garde l'article 8 et l'article 9, mais je leur impose des ratios, des restrictions, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ratio de restriction, notamment des minimums de taxonomie, par exemple, qui seraient supérieurs au minimum de taxonomie de l'économie en général, ou d'autres types de restrictions. Ou alors, je passe sur le modèle anglais, on va dire, où je supprime les articles 8 et 9, et j'ai des thématiques à la place, et je case des fonds dans ces thématiques, par exemple, solutions liées à l'environnement, des thèmes de durabilité, des fonds basés juste sur les exclusions, ou des fonds qui s'attachent à investir dans des entreprises qui sont en transition. On n'a pas d'idée de la solution finale. Ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas être du tout de suite, donc on a le temps, pas avant au moins 2 ans. Ce qu'on pense, c'est que ça va être un mix. C'est-à-dire qu'on va garder les articles 8 et 9 et on va rajouter des thématiques. Pourquoi on ne va pas faire disparaître les articles 8 et 9 selon nous?
c'est parce que vous avez un grand lobbying des gros asset managers qui veulent conserver les articles 8 et 9 parce que tout leur process de gestion a été construit autour de ça. Et donc, on pense qu'ils veulent garder cette structure et rajouter des choses autour. Un mot quand même sur la refonte du label ISR dont vous avez dû entendre parler. Hein. Le label ISR, c'est 1134 fonds, c'est près de 800 milliards d'encours, c'est pas négligeable. Et pourquoi il y a une refonte du label? C'est pour rester crédible. En fait, le reproche qui est fait au label, c'est qu'il a été construit il y a un petit moment. Depuis, la réglementation s'est durcie et il est resté dans sa version initiale et donc trop lax, on va dire. Donc, l'idée de la refonte, c'est de mettre plus de restrictions, mettre en place des critères d'exclusion et s'assurer que le fonds base son univers sur certains critères ESG et que cet univers reflète bien le fonds. Nous, ce qu'on pense de cette refonte, c'est que c'est bien sur le principe de mettre des exclusions. Ça durcit un petit peu et ça crédibilise le label. En revanche, sur le rebalancement de l'univers, on pense que c'est juste ingérable au quotidien. Et donc, ça, on a répondu à la consultation en disant qu'il faudrait revoir ce sujet-là. J'en profite pour dire qu'il y a 2 jours, il y a une nouvelle importante qui n'était pas attendue, c'est que le ministère des Finances a décidé que dans le label ISR nouvelle version, les sociétés pétrolières qui continuent à financer des nouveaux projets de pétrole ou de gaz seront exclus du label. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les fonds qui ont un label ISR et sont investis, par exemple, dans Total Energy ou dans Shell, ou dans Equinor ou dans BP, devront céder leur position s'ils veulent conserver le label. Un mot sur une des questions du début, hein, qui était l'ESG et le long short. Est-ce qu'on y est les deux? Alors, nous, on a plusieurs points à mettre en avant, je dirais. Un vrai problème, c'est que l'horizon d'une position short, il est très court. Par rapport à une position longue, il est en quelques mois parce que le short, c'est beaucoup plus risqué, donc il faut être beaucoup plus flexible. Et en fait, un horizon aussi court, ça ne se prête pas du tout aux pratiques ESG des sociétés qui évoluent, mais qui évoluent sur des horizons pluriannuels. Donc ça, c'est un problème un peu d'incomptabilité structurelle. Le deuxième problème, c'est que quand vous êtes short, vous avez du mal à dialoguer avec l'entreprise parce que si elle sait que vous avez une position short, grosso modo, elle ne veut plus vous parler. Donc, faire de l'engagement qui est pour nous la raison principale de l'ESG, c'est beaucoup plus compliqué sur le jeu. Et puis la troisième chose, hein, c'est que la raison d'être du short, c'est notamment d'identifier des bulles spéculatives ou des excès d'optimisme sur certains titres. Et parfois, les excès d'optimisme peuvent venir d'une vision trop rose de l'ESG, des pratiques ESG de l'entreprise, par exemple. Donc, ça pourrait amener une position short de l'entreprise alors qu'elle a, sur le papier, un bon score ESG. Et puis enfin, là, on n'est pas très aidé, c'est que le régulateur lui-même ne se prononce pas, ni au niveau européen, ni au niveau français. Dans son analyse ESG, il ne traite pas les positions short. Il y a en revanche un point de l'ESG qui est une vraie source d'idées pour le short, c'est évidemment la gouvernance. C'est souvent il y a pas mal d'idées, même chez nous, hein, qui viennent d'une gouvernance déficiente, d'une comptabilité trop agressive, d'un management de mauvaise qualité, d'un traitement des minoritaires très mauvais. Et donc là, il y a des vraies positions et donc là, le G de l'ESG prend tout son sens. Donc si on résume tout ça à droite, hein, dire qu'un long short intègre systématiquement l'ESG, c'est à la fois, je pense, ni réaliste, ni vraiment crédible. Qu'il soit intégré des facteurs de manière ponctuelle, ça c'est tout à fait vrai. Et le short comme, j'appelle ça police des marchés, à savoir le short surveille ce qui se passe et appuie ou identifie des potentiels scandales financiers comme on a pu voir, là, il y a un vrai rôle, entre guillemets, ESG. Maintenant, je finis sur les flux, qui était une des questions, les flux et performances des fonds, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, quatre graphiques intéressants. Niveau 1, c'est la collecte, le nombre de lancements de fonds ESG. Alors, c'est en bleu très clair, mais ce que vous voyez, c'est que le nombre de lancements de fonds a connu un pic en 4e trimestre, on va dire, 2021. Et ensuite, ça a commencé à décélérer et c'est devenu très, très faible, disons, depuis cette année. Alors, la conséquence de ça, ben, c'est le graphe numéro 2, hein, c'est que la collecte des fonds ESG
a été au maximum en 2021 et depuis, elle a fortement ralenti. Elle est quasiment à l'arrêt en 2023. Du coup, conséquence, graphe numéro 3, les actifs sous gestion stagnent un petit peu depuis la fin de l'année dernière. Alors, ça n'arrive pas par hasard et il y a une raison importante à ce ralentissement, c'est évidemment la performance des fonds ESG. Donc là, ce que vous voyez, c'est en bleu clair la performance des fonds qui ne sont pas ESG et l'autre des fonds qui sont ESG. Et en fait, on voit que ça fait 3 ans maintenant que les fonds qui sont pas ESG surperforment mieux que les fonds qui sont ESG. Alors que c'était l'inverse avant. Donc, la collecte suit souvent la performance et on voit que la sous-performance des fonds ESG depuis 3 ans impacte directement le lancement de fonds et la collecte. Alors, cette sous-performance, elle-même, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il y a 2 grandes raisons à la sous-performance. Ces fonds-là, ils ont en général pas de pétrole, puisqu'ils ont des positions dogmatiques sur le pétrole. Donc, du coup, avec la guerre en Ukraine, tout ce problème-là a fait monter les sociétés de pétrole et donc ils n'en ont pas bénéficié. Deuxièmement, ils n'ont pas de position dans la défense pour les mêmes raisons dogmatiques. Donc là aussi, ils n'ont pas pu investir dans ces sociétés qui ont très bien performé suite à la guerre en Ukraine. Et troisièmement, ils ont pâti fortement de l'éclatement de la bulle des énergies renouvelables. Donc la bulle des énergies renouvelables, ça a fait grandir, grossir, performer ces sociétés énormément entre 2019 et 2021-2022. Et depuis, il y a eu un effondrement des cours de bourse pour 2 raisons. La première, les investisseurs se sont rendus compte que les valorisations étaient beaucoup trop élevées et n'étaient pas justifiées par les perspectives d'entreprise. Et 2, ça a été corroboré par les résultats récents des entreprises qui ont montré qu'elles devaient faire des dépréciations d'actifs parce qu'elles avaient signé des contrats d'énergie renouvelable à long terme et qu'entre-temps, pour installer le parc d'éoliennes ou solaires, les coûts avaient fortement monté et donc leur contrat à long terme devenait plus rentable. Donc tout d'un coup, le marché s'est réveillé en disant la thématique énergie renouvelable, évidemment qu'elle est importante pour combattre le réchauffement climatique, mais d'un point de vue financier, il faut faire attention à la fois à la valorisation et à la rentabilité de ces projets. Donc, les enseignements qu'on peut tirer de cette période difficile pour les fonds ESG, c'est attention à l'investissement monothématique, par exemple un fonds juste eau, un fonds juste énergie renouvelable, parce qu'à un moment, le vent tourne, donc ça reste toujours assez hasardeux. Deuxièmement, attention aux exclusions dogmatiques. Là, on revient sur le fait de dire on reste avant tout un investisseur financier et pas juste une OSG. Le mandat que vous nous confiez, c'est quand même de faire de la performance. Et troisièmement, attention à la discipline sur les prix. Le thème peut être le bon, mais si les valorisations sont beaucoup trop élevées par excès d'optimisme, on s'expose à un éclatement d'une bulle, comme on l'a vu sur les énergies renouvelables. Donc, notre opinion, c'est que plus que jamais, l'ESG intelligent et performant, entre guillemets, ça va être un ESG qui est axé sur le business, quel est l'impact sur la valeur de l'entreprise et qui est pragmatique et pas dogmatique. Et donc, un ESG qui se base vraiment sur quels sont les risques et opportunités liées à l'ESG sur l'entreprise que je détiens, quel est l'impact de ces opportunités ou de ces risques sur la rentabilité de cette entreprise et quel est le prix que je paye pour cet actif. Donc, c'est essentiellement cette vision pragmatique qui, pour nous, va faire le distinguo entre les fonds ESG qui peuvent continuer à performer sur les prochaines années. Juste un mot pour vous dire que sur tous ces sujets-là, on publie parfois des tribunes que vous pouvez retrouver potentiellement dans les journaux, mais si vous souhaitez les recevoir en direct, n'hésitez pas à en parler à vos commerciaux et on vous mettra sur la liste de distribution. Donc pour finir, comme l'a dit Perrine au départ, on a essayé de répondre, je l'espère, à la plupart des questions que vous aviez posées. J'ai vu qu'il y en avait d'autres dans le WebEx pendant la présentation, donc on y reprendra après. Nos commerciaux vous rappelleront. Et si vous avez d'autres questions suivantes ou vous voulez faire des rendez-vous en direct pour approfondir plus ces sujets, on est à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que c'est resté à peu près dans les temps et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.